Messieurs, dames. Waouh! Waouh! La chemise est stiflerienne et c'est bien normal puisque aujourd'hui, messieurs, dames, effectivement, nous allons faire, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire depuis très longtemps, installez-vous très confortablement, un tournoi Coupe du Monde, ambiance année 2000, très gentiment, très goulûment, avec la famille Stifler, puisque effectivement, nous allons être aujourd'hui. Alors, en rediffusion sur YouTube, juste pour l'instant T. Pour les autres, effectivement, on est sur un subathon. Donc le live dure depuis déjà 15h30, il est 20h, et pendant 1h30, nous allons faire ce fameux tournoi Coupe du Monde, ce fameux live spécial top 22 des meilleurs personnages de American Pie. Alors, il y en a une que j'ai oubliée, malheureusement. Alors, il y en a peut-être d'autres où vous direz, ah, t'as pas mis lui. Je considérais que c'était forcément des personnages secondaires si je les ai pas mis. Il y en a une. Pourtant, on regarde actuellement sur Twitch l'intégralité des American Pie. Effectivement, il y en a une que j'ai pas encore eu l'occasion de mettre, et c'est bien dommage parce que je l'ai oubliée, mais en même temps, ça aurait fait un chiffre impair. C'est la grand-mère de Jim, qui fait une apparition plus que remarquée quand même dans American Pie 3. On embrasse Stifler, le héros, comme le disait Kevin, effectivement, qui a su transmettre un maximum de plaisir. Donc c'est vrai que la grand-mère, pour le coup, je l'ai oubliée. Bon, est-ce véritablement important dans ce qu'on va discuter de l'analyse des personnages d'American Pie? Je ne suis pas sûr, mais il est vrai que j'ai oublié la grand-mère. Bon, c'est pas grave. Pour les autres personnages, évidemment, ils sont là. Et ce sera l'occasion de parler d'American Pie, de évidemment parler des personnages d'American Pie et de rappeler qu'American Pie est une licence qui est très loin d'être idiote, qui travaille des personnages qui sont tous des archétypes, mais qui évoluent quand même relativement bien au fur et à mesure. Et j'ai toujours trouvé que moi, les American Pie avaient cette capacité non seulement d'être une réflexion des années 90-2000, une dose de nostalgie énorme musicalement et même dans un humour aujourd'hui qu'on peut plus se permettre, mais c'était surtout la symbolique du passage à l'âge adulte, de la fin de l'adolescence et des moments feu follets de nos vies à la réunion, évidemment, des anciens élèves proches de la quarantaine. C'est une saga dont je ne regarde pas les spin-offs parce que pour moi je les considère un peu abjects ou ils m'intéressent pas du tout. Par contre, les 4 épisodes, autant je considère le premier American Pie comme très sympathique et je trouve que le final, le montage du final et surtout le traitement des personnages par rapport à ce qu'on connaît d'eux est très malin. Le 2 est le plus drôle des 4, même si c'est pas forcément celui qui est le mieux écrit dans l'évolution des protagonistes, même si le final avec Jim et Michelle est vraiment beau. Le 3 est peut-être pour moi le moins bon, mais c'est l'une des autres phases, évidemment, de la vie, puisque c'est pour moi le sens de la vie, American Pie. Malgré tout, c'est le passage au mariage, etc., et au vrai âge adulte. Et le 4e, avec un peu plus de maturité, la réunion, etc., sur cette dose en mise en abîme de la nostalgie que les personnages peuvent avoir avant tout pour eux-mêmes, mais aussi pour une génération, vis-à-vis d'une génération qui comprenne plus, ce qui arrive forcément à tout le monde, à passer un certain âge, évidemment. C'est pour ça que je trouve que c'est une saga qui peut avoir des moments beaufs par moment, peut avoir des moments un peu ridicules avec des phases exceptionnelles de stupidité, mais toujours drôles, mais surtout une saga qui est loin, vraiment très loin d'être idiote. C'était donc l'occasion, évidemment, d'en parler ce soir. Et on va commencer tout de suite, donc, à parler de ces personnages avec un premier duel fraternel, messieurs, dames, puisque nous allons commencer avec Kevin contre Tom, peut-être. Alors, j'ai trouvé, moi, sur Internet, le nom d'un Tom, mais il faut savoir que Casey Affleck a effectivement joué dans les 2 premiers American Pie, et il a été cast en tant que Kevin's brother, donc c'est-à-dire le frère de Kevin. Tom est-il son véritable nom? C'est un nom que j'ai pu trouver sur Internet. Maintenant, c'est vrai que je ne crois pas que ce soit spécifié. On va commencer par lui, parce que c'est le plus rapide. Il est, quelque part quand même, malgré tout, le grand frère, celui qui a tout vécu, le fondateur des actions des 2 premiers, puisque c'est lui, je crois, qui va dévoiler les secrets de la Bible du sexe à Kevin dans le premier, et qui va les emmener, évidemment, au lac,
Lac qui fait plus mer que lac, puisque je crois que ça a été tourné en Californie le deuxième, ou en tout cas ça j'en suis sûr, ça a été tourné en bord de mer. Alors c'est vrai que quand vous regarderez, vous verrez au niveau des faux raccords, c'est un très 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 grand lac, dans la mesure où il n'y a pas de bout, il n'y a pas de fin au lac, mais c'est lui qui les emmène justement pour proposer l'intégralité finalement du plot du deuxième opus. Pas grand chose à dire, n'empêche, sur ce personnage-là, hormis qu'il est doublé par Emmanuel Curtil pour la petite anecdote. En revanche, qu'est-ce qu'il y a comme chose à dire sur Kevin ? Kevin est pour moi le personnage le plus toxique des 4 volets. Dans le premier, c'est clair et net, et il faut voir que j'ai quand même l'impression que le karma lui tombe souvent dessus. Kevin, la toxicité qu'il a non seulement avec ses amis, mais aussi cette envie maladive de perdre son pucelage avant la fin du bal de fin d'année, va justement être une scène très intéressante à la fin du premier American Pie, puisque quand je parle de karma, évidemment, dans l'analyse de son personnage, on peut considérer que c'est le seul qui ne passe pas un bon moment sur la fin, justement, de son adolescence et son début à l'âge adulte avec sa première fois avec Vicky. Ça ne se passe pas bien, on le voit d'ailleurs, et il perd même... pour le coup, ce sera une question d'interprétation, mais on peut peut-être aussi considérer qu'à cause de cette nuit, il perd l'amour, ou en tout cas l'affection qu'avait Vicky pour lui, puisque je pense qu'il y a autre chose, au-delà du fait que les deux habitent loin, je pense qu'il y a autre chose qui se dégage là-dessus vis-à-vis de la manière dont ils l'ont fait, alors que c'est lui qui était systématiquement l'homme toxique par excellence, qui avait proposé le pacte et qui était vraiment dans son truc à être presque dédaigneux avec les autres. Il a un mauvais comportement avec Vicky, ça c'est certain. Il n'arrive pas à lui dire je t'aime. Il a des phases qui sont quand même assez particulières. Et on le voit ensuite dans le 2, où vis-à-vis de Vicky, il est quand même très 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 lourd, ou en tout cas intrusif. Collant, voilà, tout ce qu'il ne faut pas être en général avec une ex. Ça se termine bien pour le coup dans le deuxième, puisqu'il arrive à être ami avec. Dans le 3, il est quasiment invisible. Et dans le 4e, on voit que là, pour le coup, Tara Reid, donc Vicky, revient. Et il y a toujours ce côté, oui, effectivement, un petit peu toxique de ce personnage-là, qui n'arrive pas vraiment à passer à autre chose, avec des phases où pourtant, lui, il est heureux, pas en mariage, mais en couple, avec une femme qui l'aime. Et où il va y avoir quand même des sous-entendus ou des réflexions, notamment il pense qu'une soirée complètement ivre, il avait couché avec Vicky, qui était donc un manque de confiance envers Vicky déjà de 1, et de 2, qui n'avait pas du tout sa place finalement là-dedans. C'est vrai que Kevin est un personnage problématique. Je trouve que Kevin est un personnage problématique, mais c'est aussi pour ça que j'aime la manière dont est écrit le premier American Pie, puisqu'on voit que les situations s'inversent au fur et à mesure du récit, et là où des personnages comme Oz, qui étaient les beaux gosses, etc., qu'on imaginait tout avoir, terminent par avoir quelque chose de particulièrement émouvant, touchant et heureux. Quelqu'un comme Kevin, qui avait fait un forcing énorme et qui était peut-être celui qui avait le plus de chances de réussir, car déjà une copine, se retrouve dans un karma où les choses vont pas dans son sens. Et c'est là où j'aime beaucoup, moi, la conclusion du premier. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est l'une des plus belles conclusions de la saga, le premier opus, puisque tous les personnages ont finalement des fins qui sont représentatives de leur personnalité. Finchy, où l'on pense que finalement... tout va aller contre lui au fur et à mesure du film, notamment par rapport à sa mythomanie, qui sera l'un des fers de lance des 4 volets, de toute façon, puisque dans le 4e épisode, quand il revient, on le voit d'autant plus. Il va quand même réussir à avoir la maman de Stifler, dans une espèce de contre-coup assez magique. Jim, qui était promis à absolument rien et qui avait échoué lamentablement avec Nadia, va quand même réussir à le faire dans des scènes qui sont comiques mais qui deviendra l'amour de sa vie. Et Kevin, lui, qui était quasiment la valeur sûre et le plus à même de tout le temps rabâcher la même chose, se retrouve lui finalement le plus en difficulté et dans une fin qui n'est pas la bonne. Et c'est en adéquation totale, je trouve, avec sa toxicité. Je trouve que c'est un personnage qui a quelque chose qui est assez néfaste. Il est fidèle en amitié, ça par contre c'est indéniable. Kevin est un personnage fidèle en amitié, que ce soit vis-à-vis de Jim ou du reste, il a toujours le cœur sur la main et prêt à aider les autres, mais le comportement vis-à-vis de Vicky ou du reste est quand même assez problématique. Alors là, entre les deux, on va quand même voter pour Kevin, parce que Tom, ou en tout cas Casey Affleck, est un personnage qu'on voit pratiquement jamais, mais c'est vrai que Kevin reste un personnage quand même assez particulier.
Là, c'est dur. Là, c'est dur. Ostriker contre Noah Levinstein, la légende. Je vais commencer par Oz. Oz, à contrario de Kevin, je trouve que Oz est l'être humain avec Jim. Alors, il y a Noah aussi, évidemment, mais on va considérer dans le groupe de potes, je trouve que Oz est la plus belle personne des quatre. C'est quelqu'un qui est très droit dans ses pompes. T'as repris il y a longtemps. Non, c'est que le deuxième tour, mon Sky. On est au deuxième tour, là. Il y avait Kevin contre Tom au premier tour. Oz, c'est aussi quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est très droit dans ses pompes, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui est un romantique, qui se le refuse un peu, au début en tout cas, de par ses amis et de par sa situation de sportif, connu et reconnu, Casanova, très populaire, mais ça reste quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il se masque complètement au démarrage sa vraie personnalité, et sa vraie personnalité, il va finir par la trouver avec Heather, et non pas Esther, parce qu'il l'appelle Esther dans les deux premiers, alors que c'est Heather son nom. Donc il va la trouver avec Heather, qui forme pour moi l'un des plus beaux couples d'American Pie. Vous allez me dire, il n'y en a pas 50, mais c'est vrai qu'il y en a quand même certains qui marquent. Je trouve que Oz et Heather, au même titre que Jim et Michelle, sont des couples qui frappent et qui sont plutôt beaux. D'ailleurs, dans American Pie 4, on voit que leur amour est inévitable, et je trouve que ça a une vraie prestance, que les deux se remettent ensemble, et l'acteur est très bon. Là aussi, on peut parler des comédiens, hein. Je trouve que tous les comédiens jouent bien, de toute façon, dans American Pie, alors que c'est vraiment pas des rôles faciles, notamment pour un dénommé Steven. Et merci Jupilon pour le 10e mois, comme le nombre de secondes que j'aurais tenu avec la mère de Stifler. Merci pour le resub. Ah bah, en même temps, Janine. Non, Janine Prime dans American Pie 3. American Pie le premier et American Pie 3, c'est vraiment Janine Prime. Tu peux pas lutter. Et non, oui, Oz, c'est le symbole d'un beau personnage. Bien écrit, avec une vraie cohérence de propos, fidèle en amitié, fidèle en amour, et qui réussit à... En fait, c'est un peu la représentation du véritable lycéen fac, c'est-à-dire populaire, et qui va se retrouver finalement humainement et intérieurement au détour d'une rencontre. Lui qui est... Il y a des Janine au rancho? Oui, bien sûr. Mais on ira à la réserve aussi, Flaco. Là, tu verras qu'il y a que des Janine. Donc, oui, non, mais t'inquiète. Ah bah c'est sûr. Je mettrai la musique de Janine à chaque fois que t'en verras une, tu vas voir flou. Hein. Oui. Puis c'est l'été, hein, donc t'inquiète pas. T'arrives pile au bon moment. Mais ouais, non, Oz, c'est vrai que c'est un peu la représentation, je trouve, que tout le monde pourrait avoir d'une personne qui a passé un lycée ou la fac, etc., en n'étant pas forcément celle qu'il était. Joueur de lacrosse, populaire, etc., amoureux transi, alors que finalement, la musique, l'art, l'amour sera largement au-dessus, non seulement de ses espérances, mais de qui il est réel, de qui il était et de qui finalement il va devenir grâce à Heather. C'est une vraie belle histoire. En face, on a Noah. Et Noah Levinstein, c'est à la fois le meilleur et le pire des pères possibles. Le pire, parce que c'est probablement le père le plus borderline qui existe, et toujours dans la gêne et dans des situations complètement dingues. Mais en vrai, Noah, alors non seulement le personnage est inestimable dans la saga, puisque c'est l'un des rares qu'on reverra dans les spin-offs. Il y a le Sherminator qui revient dans le premier spin-off avec Matt Stifler, qui est abject, le film, il faut le dire. Mais Eugène Levy est fabuleux dans le rôle. Lui, vraiment, en tant que comédien, il est fabuleux dans le rôle. Et la philosophie, effectivement, American Pie, c'est un peu lui. C'est-à-dire que lui est un peu non seulement c'est l'auteur de la Bible du sexe, et alors c'est vrai qu'on se rend compte que dans le lore, il a un rôle énorme, mais c'est surtout le médiateur de toutes les réflexions des personnages. Même dans le troisième, quand Michelle se pose des doutes sur le mariage, c'est vers elle c'est vers lui qu'elle va aller. Quand Jim a des soucis dans le premier ou dans le deuxième, d'ordre amoureux ou même des choses plus sérieuses, vis-à-vis de Nadia, vis-à-vis
de tout un tas de choses qui lui arrivent sur la puberté, sur le sexe, sur l'amour, sur les valeurs. C'est quelqu'un qui est toujours présent et qui est aussi toujours entre des scènes cultes. Il y a un nombre de scènes cultes avec Noah qui est fabuleux. Comment ça va, mon Joy? Il y a un nombre de scènes cultes avec Noah qui est fabuleux. Quand tu imagines quand même le gars à un moment donné, bon Dieu de merde, v'là la flicaille. C'est pas moi qui tombe de la maison là dans le 4e, ouais, même dans le 2 quand il a... mon fils s'est collé la main sur le pénis. Vous êtes la dernière de mes préoccupations si mon fils a la main sur le pénis. Tu vois, ou quand il lui apprend les trucs. Alors regarde, ça c'est un magazine un peu plus exotique. Hein. On voit au niveau du pubis, hein, tout est rasé. C'est vrai que, regarde ça, on dirait un petit cache-misère. Non mais, chaque phrase est cultissime. Avec Noah, chaque phrase est cultissime. C'est un peu la raison pour laquelle je vais quand même voter pour Noah, et c'est terrible parce que Oz, pour moi, méritait au moins d'être en quart de finale. Sur un malentendu, il aurait même pu arriver en demi-finale parce que c'est un de mes personnages préférés, Oz. Mais Noah, par rapport à l'ampleur qu'il prend à partir surtout du 3e, mais même dans le 2e, ça se voit plus, et l'enrichissement qu'il a, la philosophie d'American Pie, du sens de la vie qui est présente avec lui, ce qu'il arrive à vivre, ce qu'il transmet aux autres, et toujours avec ce côté extrêmement décalé et un humour qui marche tout le temps, ouais, je vais voter pour Noah. Mais c'est un très 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 gros duel. Immense duel que Noah contre Oz. Ah bah, mais les duels, regardez comment ça fait bien les choses. La meilleure amie contre l'autre meilleure amie. Et ça, c'est beau. Parce qu'on avait Kevin contre Tom et maintenant on a Vicky contre Jessica. Bon, vous le savez, moi je suis amoureux de Jessica, donc je vais pas être très objectif. Jessica, c'est la femme de ma vie dans American Pie. Vicky, il n'y a pas grand chose à dire. Pour être tout à fait honnête, je trouve que c'est le personnage le plus creux de toute la saga. Hormis... Alors, elle n'est pas présente dans le 3e déjà. Dans le 4e, pas grand-chose à dire non plus, parce qu'elle fait partie d'une intrigue plus que secondaire avec Kevin. Dans le 2, c'est pareil, elle n'est pas beaucoup présente. Hormis sur son amitié difficile avec Kevin et la toxicité que Kevin a pour elle. Et où elle se rend compte que l'amitié prévaut surtout et où il y a quand même une notion qui est belle dans le fait de pouvoir rester ami avec quelqu'un que tu as aimé avant. Dans le premier, par contre, elle est beaucoup plus importante. Revoir un peu tout ce que je disais sur Kevin, hein, parce que ça coïncide avec sa relation avec Vicky. En revanche, Jessica, je trouve que Jessica... Pour moi, Jessica, c'est la représentation de tous les personnages. Jessica, elle fait tous les personnages en un, presque. Elle a le côté complètement folle et feu follet à dire complètement ce qu'elle pense, un peu ravagé d'un Steve Stifler. Elle a le côté un peu borderline décalé d'un Finch, en marge un peu de la société, elle s'en bat les couilles, elle fait le bal de fin d'année, elle a ses écouteurs pour écouter du vrai son. Elle a des grosses punchlines, un peu comme un Stifler, ou voilà. Elle comprend les personnages, elle comprend beaucoup plus les protagonistes que les autres. Elle est très humaine, très gentille dans le fond. Pas manipulatrice pour un sou, parce que on le voit quand même qu'elle essaie de guider Vicky vers des bonnes choses, et que même sur le final du premier, elle offre une flasque à Finch pour montrer l'amitié qu'elle a avec lui. Jessica, c'est un peu mon regret, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là dans le 3, bon, c'est un peu dommage, mais il y en a beaucoup qui sont pas là dans le 3e. Je trouve qu'elle est très sous-employée dans le 2 et dans le 4, alors que pourtant elle est là, tu vois. Alors c'est un personnage secondaire, mais par rapport à l'emprise qu'elle a dans le premier, elle est même sur l'affiche, et l'intelligence qu'elle a d'être un peu la plaque tournante autour duquel les personnages vont un peu graviter, et où elle va tous les comprendre et où elle a un peu de chaque en elle. Moi, je considère Jessica vraiment comme une Stifler au féminin, mais avec l'intelligence et la présence et le côté vraiment décalé et en marge de la société d'un Paul Finch. Moi, j'aime beaucoup Jessica. Alors, au-delà qu'elle a un charme fou et que... j'adore ce genre de nana, moi. Donc, Jessica, mais c'est vrai que... Vicky, c'est toi que t'envoies en l'air, pas un satellite. Non, mais vraiment, mais elle a des punchlines de ouf, Jessica. Elle a trop de punchlines intéressantes. Même quand elle est avec Sherman, elle essaie de l'aider quand même et tout. C'est quelqu'un de très humain. Alors que c'est vrai que pour le coup, Vicky, j'ai pas grand-chose à dire sur le personnage. C'est triste à dire, mais Vicky, il y a pas grand-chose à dire, à part sur sa relation avec Kevin. Elle a aucune trame narrative personnelle.
Même dans le 2 où elle a un mec, etc., elle le ramène à la soirée, on n'en parle pas, quoi. Elle n'a pas de travail personnel. Pourtant, Tara Reid, bah... je vais vous dire, Tara Reid, pourtant, est un des personnages les plus appréciés d'American Pie, parce que c'est la représentation de la blonde américaine par excellence. C'est vrai que c'est une belle femme, elle est blonde, c'est vraiment la beauté des années 2000. Ouais, à son paroxysme, ou dans un film comme American Pie qui met aussi en avant pas mal de stéréotypes, mais qui se joue des stéréotypes et qui va à l'encontre des stéréotypes. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube principale sur American Pie. J'ai refait un live aussi sur l'importance d'American Pie qui est dispo sur ma chaîne secondaire. Ce sera la 3e fois que je parlerai d'American Pie. Je vais bientôt faire un réel sur un American Pie sur Twitch. On a beaucoup parlé d'American Pie, hein, donc je pense que j'ai bien développé et analysé le sujet. Mais tu vois, c'est toujours bien parce que là, on parle vraiment des personnages. Et c'est vrai qu'au-delà d'être un peu une image de marque des États-Unis des années 2000, Vicky, je ne vois pas grand-chose. Donc je vote largement Jessica. Je vote Jessica. Voilà, merci. Ah, le Jimbo. Le Jimbo. Jim ou Candice. Bah là, il n'y a pas beaucoup de matchs. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Bon bah Jim. Jim, c'est... on pourrait... Je pense que c'est une bande... Toute la bande est une bande de losers magnifiques. Tous. Pour des configurations différentes. Jim, c'est le héros des losers magnifiques. C'est le boss de fin des losers magnifiques. Stifler est pas passé encore, Flaco, mais on commence juste, hein, c'est que le 4e duel. Jim, c'est vraiment le saint graal du loser par excellence. Mais qui réussit à rebondir et qui le dit sans arrêt. Hein. C'est un gogol, c'est un dégénéré, c'est un obsédé, mais c'est aussi quelqu'un de très bien, et il le dit plusieurs fois, notamment lors du mariage avec Michelle, ou même dans le 2e, où on lui dit assez régulièrement, Jim, c'est le symbole de l'acceptation de soi. C'est quelqu'un qui essaie d'être quelqu'un d'autre pendant les 2 premiers films et qui se rend compte grâce à Michel de qui il est vraiment, de ce qui pourrait le rendre heureux et de la véritable personnalité qu'il a. Il se rend bien compte que Nadia, c'était quelque chose qui n'était qu'un fantasme et la représentation de sa jeunesse et de quelque chose qui ne lui correspond pas. Alors que Michel, c'est un amour véritable. Et c'est tout ce qui est important avec Jim et avec Michel. Et même Jim avec Noah, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors... entre la quéquette dans la tourte, entre le trombone dans le cul, entre la cassette collée à la main avec sa tub à la main, dans le 4 aussi quand il se cache avec une poêle, mais la poêle elle est transparente. Très très beau sexe, belle bite frérot d'ailleurs, hein, on le dit, no homo, très belle bite mon Jim. Et puis tout ce qui lui arrive. Alors American Pie 3, il est un peu en retrait, d'ailleurs on en parlera avec Candice. Il est un peu en retrait alors que pourtant c'est son mariage, mais ça commence très fort avec une suce qui termine dans le resto. Enfin, c'est du pur Jim et Michel par excellence. Mais ce que j'aime, oui, c'est que Jim représente l'acceptation de soi. Tu penses que tu es ça, tu penses que tu agis comme ça, tu penses que tu es telle personne, et à un moment donné, tu changes complètement, radicalement, et tu épouses celui que tu es vraiment. Peu importe ce qu'en pensent les autres, et peu importe le standing, etc., tu es ce qui te rend heureux. Et c'est quelqu'un de fidèle, en amitié, en amour. C'est quelqu'un de particulièrement gentil, de très maladroit, etc. Mais c'est un vrai beau personnage. Candice, en face, représente le début d'un semblant de maturité pour Stifler, qui sera finalement la fin de la maturité de Stifler, puisque elle n'est là que le 3e épisode, elle remplit le pal pour le 4e. Là où pourtant on imaginait qu'il y aurait peut-être quelque chose avec Stifler qui allait s'installer avec elle, puisque il avait l'air assez attaché et elle attachée à lui aussi. C'est là où justement je dis que Jim et Michel, vous me direz dans le chat si vous êtes d'accord, et sur YouTube pareil, hein, bien sûr. Je pense que le 3e, c'est le film de Stifler. C'est le film de Stifler. C'est Jim et Michel sont relégués au second rang. Il y a beaucoup de personnages qui sont pas là. Noah n'est pas beaucoup en vue dans le 3e non plus, hein, le père de Jim alors qu'il pourrait. Et Stifler, de par sa relation avec Candice, est le métronome où le film gravite quasi exclusivement autour de lui. Alors l'histoire principale, c'est évidemment Jim et Michel qui se marient, et ça termine sur eux et ça commence avec eux. Mais c'est le film de Stifler. C'est pour ça que Candice, c'est un peu frustrant, parce qu'on a un personnage qui est potentiellement intéressant,
mais qui est complètement laissée de côté par la suite. Alors, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été castée au 4e, c'était peut-être pas prévu, puis le 4e est tellement longtemps après pour la réunion qu'on est passé à autre chose. Alors qu'American Pie 3, on sent que c'est un film qui essaie par moments d'être proche du ridicule, un peu à la American Pie avec les stripteaseuses, mais par moments aussi plus sérieux. Et c'est le moins American Pie de tous les American Pie, pour moi, le 3e, ce qui n'en fait pas forcément un mauvais film, loin de là, puisque les 4 se conjuguent très bien. Mais il a une âme qui est un peu différente. Bref, je vote Jim, mais c'est dommage parce que Candice aurait pu être un personnage intéressant avec Stifler, mais elle n'a pas l'occasion pour moi de l'être, et elle n'est qu'une péripétie narrative du 3e finalement. Bon, alors ça c'est un duel, voilà, hein, c'est là qu'on se dit que ça aurait été bien que Oz soit là, Harold et Mary contre Ours Brun. Et donc les parents de Michel face évidemment aux danseurs fous qui ramènent des stripteaseuses. Quasiment rien à dire sur ces personnages-là qui sont plus que secondaires, hormis le fait que ils sont responsables quand même de beaucoup de scènes assez iconiques du 3e, que ce soit la scène de la danse avec Ours Brun et Stifler, ou la scène de la crotte de chien avec Stifler dans le 3e aussi, qui est aussi longue et gênante qu'hilarante. Vraiment. Et puis alors avec les deux parents quand finissent pas, décrivez-nous ce que vous ressentez à la dégustation. Moi, je vais quand même voter Ours Brun pour la scène de danse qui est mythique, et puis parce qu'il nous ramène quand même deux magnifiques créatures, mais c'est pas là où il y a le plus à dire, évidemment, sur ce duel. Et là, les gars, et là, voilà le patron. Là, voilà le patron. Désolé, Cara. Cara, pareil. Pas grand-chose à dire sur Cara. Parce que uniquement présente dans le 4e opus, hormis qu'elle est doublée par Adeline Chotaille qu'on embrasse puisqu'elle elle la double très bien. C'était assez drôle de la voir dans American Pie. Et hormis qu'elle est là pour tester, en fait c'est une Marion Teste ton mec. Hein. Elle est là pour tester Jim et on voit toute la loyauté de Jim vis-à-vis du personnage de Cara. On voit aussi le rapport entre les écartages en amour, notamment vis-à-vis de Cara qui est prise de Jim. Je pense vraiment sincèrement. Il y a quand même une étude qui est faite vis-à-vis de ça, hein, sur les mœurs aussi de la société, de l'époque actuelle. C'est des choses qui, tu vois, on le voit à l'époque, qui dérangeraient beaucoup moins, à mon avis, que si c'était mis au cinéma maintenant. Mais ça parle quand même dans une étude de société. Et en face, t'as Stifler, doté d'un dard de 25 cm, de circonférence, fornicator et à travers, Foufoune Palace, j'écoute. Qui c'est l'enculé du cul? Non, bah c'est le patron. Stifler, c'est le patron. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Stifler, moi j'ai une thématique autour de lui qui est simple. Stifler, c'est peut-être celui qui évolue le moins parce que tu regardes le 1, tu regardes le 4, c'est le même gars. Hein. C'est le même teubé pareil. Bon, par contre, c'est quelqu'un qui a un syndrome de Peter Pan, hein, qui refuse de grandir, qui est toujours le grand gamin. En revanche, oh putain, Oz, tu es gay. Non mais, par contre, Stifler, pour moi, j'ai toujours cette tristesse de voir que ses amis ne voient pas en lui une vraie bonté d'âme. Stifler est quelqu'un qui pense avant tout à lui, notamment dans American Pie 3 où il y a quand même beaucoup de choses qui passent avant, il y a quand même lui qui passe avant beaucoup de choses, au point presque de ruiner le mariage. En revanche, ce qu'on oublie quand même de dire, c'est qu'effectivement, Stifler a été la raison pour laquelle absolument tout est arrivé dans tous les American Pie. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles tout s'est bien déroulé. Et je pense que les personnages... C'est pour ça, parce que quand tu vois qu'il n'est pas invité dans le 3, et que dans le 4, ils veulent même pas l'inviter à la réunion, je trouve que c'est voilà, le vrai lien du collectif, et c'est celui, rien n'aurait pu arriver pour le meilleur et pour le pire, mais faut pas oublier le meilleur. Et je trouve que les personnages sont assez difficiles avec lui, quand à un moment donné, tu te rends compte que... par exemple, dans le premier, si tous arrivent à avoir une nana et à se retrouver, etc., et à gérer certaines choses, c'est aussi parce qu'il organisait des soirées, etc., qui a permis à Jim et Michel d'avoir une vraie relation. Si dans le deuxième, ils vont au lac, c'est parce que Kevin est allé le chercher pour devenir la nouvelle personne qui permettait de payer la location de la baraque, et où globalement, on le voit Stifler... qui, par moment, peut aider les autres personnages. Stifler est celui qui apprend à danser à Jim, quand même,
pour être invité au mariage, mais n'empêche que par moment, on voit qu'il aime simplement le fait d'aider Jim, et c'est surtout celui qui prend une vraie conscience des choses quand il refait l'intégralité du mariage de Jim et Michelle, donc c'est aussi, malgré une bévue de sa part, mais c'est quand même aussi grâce à lui que le mariage se fait, et aussi bien, et là on voit un semblant de maturité, et dans le quatrième, bah, il retourne chercher Stifler, parce que même si Stifler fait encore des dingueries, on voit bien que, notamment quand Oz a un problème avec l'ex de Heather, etc., c'est Stifler qui vient, qui lui met une patate et qui dit « Mais moi, je suis votre gland, les gars, vous pourrez compter sur moi à vie. » Stifler est quelqu'un de très loyal, malgré tout. Malgré tout. Avec, peut-être à l'exception de Finch, et qui a sa vengeance avec la maman de Finch aussi, mais hormis peut-être avec Finch ou un petit peu moins que les autres, mais c'est quelqu'un qui est quand même loyal, qui a un vrai sens de l'amitié, et où quand tu te rends compte au prorata de tout ce qu'il a fait pour les autres, je trouve que les autres lui en mettent quand même plein la gueule, bon, parce qu'il est insupportable et il a vraiment la tête de l'antagoniste, hein, c'est le vrai abruti de service, mais force est de constater que le personnage est culte et qu'il a quand même fait beaucoup de choses pour les autres. Il est le lion du collectif. Moi, je suis tout à fait d'accord, Mads. Il est celui grâce à qui tout se passe. Donc oui, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est un super personnage. Et alors, faut mettre ses lettres de noblesse à Sean William Scott. Sean William Scott, il est phénoménal en Stifler. Stifler a marqué des générations et des générations et des générations. Et ça continuera encore. Parce que c'est des films intemporels qui, dans leur véritable thématique, l'amitié, l'amour, la vieillesse, le sexe, c'est des films qui sont de vrais apprentissages, je trouve. Et très loin d'être cons dans leur écriture, hein, je le rappelle. Donc oui, le Steve Meister, le fornicator, un personnage absolument génial. Absolument génial. On connaît tous un Stifler. Oui. Oui. Ouais, oui, bah oui, 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 on connaît, oui. Oui, on connaît tous un Stifler. Bon. Mais non, oui. C'est... et pas la moitié d'un... Ouais, je laisse le soin aux gens qui ont eu l'occasion de faire quelques soirées de... Mais non, mais voilà. Puis c'est des répliques cultes, c'est des situations hors normes. Enfin, c'est un mec qui a que des scènes entre la scène de la danse, entre la scène où il va chier dans une glacière, la pause arabicaca, le deuxième avec les lesbiennes, des trucs. Enfin, c'est Stifler, c'est un personnage qui est hors norme, qui est hors norme. Mais c'est un lien total où on sous-cote son importance vis-à-vis du groupe, et le groupe est vachement comment dire, de mauvaise foi avec lui, parce qu'au prorata, je pense qu'ils lui doivent beaucoup quand même. Donc évidemment le Steve Meister. Et là on passe donc, maintenant qu'on a fait entre guillemets les barrages avec les personnages qui étaient au barrage, on passe donc maintenant aux 8 matchs donc des 16 derniers protagonistes entre Ours Brun et Paul Finch. Ours Brun, on en a déjà parlé. Paul Finch n'est pas mon personnage préféré. Parce que j'aime tellement Stifler que la rivalité entre les deux, je sais déjà direct que je vais être pro Stifler. Mais c'est surtout que c'est pas un de mes personnages favoris, même si c'est un personnage qui est un peu en marge, qui a le running gag fabuleux avec la maman de Stifler, qui est toujours très drôle. Et qui, pareil, lui, dans l'amour impossible qu'il a avec cette nana-là et tout ce qu'il va être prêt à faire, le tantra, les trucs, les machins, il va finir par se trouver aussi. Lui, c'est un peu la représentation d'un homme qui est en constant questionnement, c'est-à-dire qu'il paraît très serein, il paraît très mystique, il paraît très, effectivement, Ikea, il paraît très sûr de lui, mais c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui énorme, et c'est surtout un mythomane maladif, surtout dans le premier et dans le quatrième, omnubilé par une seule femme qui est bourré de névrose. C'est peut-être le personnage, je pense, le plus névrosé de tous, Finch. Alors que c'est largement le plus cultivé de tous et le plus mystérieux, le plus séducteur. Je pense que c'est le
meilleur séducteur, Finch. On le voit quand il décide vraiment de l'être. Le collectif est parfaitement huilé parce que même s'il y en a un qu'on en aime moins, on peut enlever personne. Ah oui, bien sûr, même Kevin. C'est une représentation. Jim Stifler, Oz, Kevin, Finch, et même dans une moindre mesure, Jessica, Vicky, Heather, c'est que Michel, c'est que des représentations de personnalités où tout le monde peut s'assimiler. C'est ce qu'on appelle de l'image affect instantanée. On est presque, nous, en tant que spectateurs, en mise en abîme personnelle d'être un de ces protagonistes-là et d'être obligé. Alors, l'image affect, c'est quand tu as aussi une obligation de faire un choix dans le milieu du cinéma et où là, tu l'as clairement sur qui serais-tu et que ferais-tu à leur place et dans quelles conditions. Donc voilà, et puis il y a des séquences marquantes effectivement par rapport à chaque personnage. Quand tu prends Paul Finch, toutes les séquences avec la maman de Stifler sont extraordinaires et le jeu du comédien avec Jennifer Coolidge est fantastique. Fantastique. C'est un dépassement de soi, c'est un peu le Fabrice Lucchini si vous voulez, lui de American Pie, un peu en marge. Et je vous dis, Jessica, vous mettez Finch et Stifler ensemble, ça donne Jessica. Donc c'est un personnage qui est génial à analyser, Finch. Mais c'est vrai que dans sa personnalité, dans son duel dans le 3e avec Stifler, c'est pas celui que j'aime le plus. Mais par contre, il est extrêmement important. Là où tu vois, ils ont réussi à... Là où Kevin n'est pas foncièrement important, même si tout part de lui dans les 2 premiers, et là où Oz, il est malheureusement pas là dans le 3e, et où il n'a pas énormément de degrés de réflexion, hormis sur sa quête de se trouver lui-même et sur son amour avec Heather, qui va le maintenir 3 films et qui est vraiment beau. Il est moins intriguant qu'un Finch, qui est toujours à la lisière, une lisière très particulière. L'amateur des ficus. Finch, une goutte de ton divin fluide sur ce ficus. Moi qui avais gardé tout mon fluide et j'ai l'air ridicule. Ma jante dame ne vient pas. Donc non, oui, Finch, c'est le phrasé, c'est voilà. Donc oui, Finch évidemment. Rien à voir. Stifler ou John et Justin. Ah, une petite mention quand même pour nos Mbab. Maman bonne à baiser. Mbab. Bon voilà, hein. Bon, sur les deux, on a quand même un acteur immensément connu maintenant, parce que c'est vrai que on l'a vu dans de multiples projets, hein, ce bon vieux John. Mais bon, le running gag qui lui dure d'ailleurs, parce qu'ils sont là dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4, sans même qu'on comprenne vraiment pourquoi ils arrivent ni dans le 2 ni dans le 3. Dans le 1, d'accord, dans le 4, c'est la réunion, mais alors c'est vrai que leur présence dans le 2, comment ils ont chopé le truc pour aller au lac, on sait pas. Et dans le 3, alors bon, bah, ils arrivent un peu comme ça parce qu'ils s'occupent du mariage. Bon, on peut imaginer qu'ils sont restés en bon contact avec Jim, puisqu'ils se revoient dans le 4e, et puis on sait que bon, ils s'apprécient toujours autant. En tout cas, on sait que John aime beaucoup Jim. Donc on peut imaginer que entre 2 films, ils l'ont prévu, mais c'est le running gag qui dure tout du long avec voilà, les mamans, et puis alors même derrière avec la maman de Finch. En face, évidemment, il y a Stifler, donc il n'y a pas de match. Mais c'est un peu le running gag hilarant de 2 protagonistes qui vont... Bah eux, c'est un peu les yeux du spectateur, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont être là un peu tout le temps, à être... on sait pas trop pourquoi ils sont ici, mais ils vont regarder, ils vont analyser, ils vont checker. C'est un peu les spectateurs des films, comme le spectateur est spectateur des films, quoi. On vote évidemment Steve Stifler, le Trickmeister. Oh putain. Aïe. Jessica, je t'aime, m'en veux pas. Hein. Tu m'en veux pas, Jess? Jessica, vous savez que plus je la vois, plus je tombe amoureux. C'est vraiment, là, pour moi, c'est tellement l'une des femmes idéales. Jessica, c'est genre, si un jour je suis avec une meuf, faut que ce soit une Jessica. Tu vois. Ça peut pas être autre chose. Ça peut pas être autre chose qu'une Jessica. Évidemment, ça vote Noah. Moi, c'est Noah, motherfucker. Évidemment que j'ai baisé... de l'aube au brunch. Non, mais Jessica, je l'aime tellement. Puis je vous ai dit, le personnage est hyper intéressant. Mais là, t'es sur du Noah Levinstein, quoi. T'es sur du Noah Levinstein. On l'a bien analysé et étudié tout à l'heure. Le meilleur et le pire père, hein, les deux en même temps. Mais surtout, un incontournable total.
voilà, qui est là. Hein. Salut Val, je suis en lurk là, mais juste pour te prévenir que je serai dispo pour le conseil de classe, je me rendrai dispo pour 9h20. Ça marche mon Pritch, bah de toute façon, on est en live au moins jusqu'à 22h. Donc, dans tous les cas, mon Pritchy Boy, on est bon pour le conseil de classe normalement. Parce qu'on a validé là jusqu'à 22h le stream. Donc, on est là jusqu'à 22h. Et il manque pas grand-chose pour qu'on soit là jusqu'à 23h30 et donc qu'on ait la semaine bonus la semaine prochaine. Hein, mais je redirai ça évidemment après le stream American Pie. Donc oui, non, fabuleux Noah. Et magnifique duel, mais ça vote Noah. Bah, Heather va un petit peu payer le fait d'être absente l'équivalent d'un film et demi. Heather, pour moi, c'est la douceur par excellence. C'est oui, c'est le personnage le plus doux et c'est le personnage qui correspondait le mieux avec Oz. Il y a une telle tendresse dans leur couple et c'est elle qui va permettre à Oz de véritablement se découvrir, savoir ce qui est important, le faire par la musique, artistiquement parlant. En plus, le faire au détour de la musique, c'est quand même très symbolique. Il y a une douceur, une fraîcheur. Quelque chose de très humain, de pas calculé, de presque en marge en fait du monde d'American Pie, hein, vis-à-vis de Heather, qui est hyper intéressant. Ce qui était drôle d'ailleurs pour l'anecdote, c'est qu'il y avait eu une campagne publicitaire à un moment où pour la sortie d'American Pie, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, toutes les nanas d'American Pie avaient fait une photo avec des tenues en lingerie aux couleurs du drapeau des États-Unis, comme si c'était, comme je l'avais dit pour Vicky, le symbole de marque de toutes les femmes par excellence de l'Amérique et le symbole de la féminité dans toute sa splendeur avec tout. Il y avait Nadia, il y avait Heather, il y avait Michelle, il y avait évidemment Vicky. Et c'est assez symbolique parce que je me suis toujours dit, dans une photo comme ça, est-ce que Heather a véritablement sa place, tu vois ? Tellement elle est douce, etc., tout ça, mais c'est aussi une version effectivement plus douce et plus intime et plus vraie et plus authentique d'une autre image de l'Amérique et de la séduction américaine et de l'amour tout simplement, pas forcément américaine mais au global, même si l'Amérique, vous le savez, c'est comme en France mais en pire, dans le sens où les États-Unis jouent beaucoup par secteur. Là aujourd'hui, moi qui ai bossé dans un collège et qui ai été à la fac, etc., ça se voit moins. À la fac, j'étais avec beaucoup de basketteurs, je faisais partie de la sélection universitaire. On n'était pas catalogué sélection universitaire. Voilà, on était un peu ricain dans un groupe de gens qui aiment bien les trucs un peu ricains. Mais je faisais ces trucs-là avec mes potes. Et puis après, j'allais retrouver la sélection. C'était pas pareil. Là, au collège, je le vois par exemple. Il y a beaucoup de basketteurs. Il y a quelques rockers. Il y a les populaires, les moins populaires, les trucs, les machins. Mais tout le monde navigue un peu ensemble. T'as pas ce qu'on avait, moi, que j'ai connu à l'époque du collège, par exemple. Même du lycée. Mais je pense que c'est parce qu'il y a peut-être certains groupuscules qui sont morts aujourd'hui, hein, mais notamment les gothiques, où on en voit nettement moins, les gros rockers qu'on voit nettement moins. Et moi, je l'ai connu à ce moment-là, les gothiques, les rockers. T'avais les basketteurs, hein, moi j'étais dans le groupe de gars du basket, les mecs populaires, les trucs, les machins, au lycée c'était un peu pareil. Ça s'est un peu perdu, toute cette notion-là, mais aux États-Unis c'est toujours énormément le cas. Et c'est justement le symbole, Heather, de la balance et du mélange des cultures. Oui, avec les intellos, toutes ces choses-là, Bart, ouais, mais ça se voit moins aujourd'hui, vraiment, ça se voit moins. Hein. T'es plus par groupe de potes et d'affinités que par secteur, en fait, de ce que tu es ou de choses comme ça. Et puis c'est peut-être tout simplement quelque chose qui est très années 90-2000 qui s'est perdu. Mais elle est le symbole de la mixité, un peu quelque part, tu vois. De quelqu'un qui est très charismatique et populaire, la crosse, etc., qui va tomber amoureux d'une petite de la chorale, et il va y avoir un truc hyper authentique qui va se dégager entre les deux, et elle va faire en sorte qu'il se découvre grâce à elle, et c'est hyper touchant. Le problème des heures, c'est qu'au-delà de cette tendresse, bah dans le 2, je trouve que dans le deuxième, elle est déjà beaucoup moins Heather que dans le premier, parce qu'on la voit quasiment pas, et quand on la voit, c'est dans des scènes où elle veut se toucher au téléphone. Rien d'hors du commun. Puis ça fait 1 an qu'ils sont ensemble avec Oz, puisqu'on sait que l'année de fac est passée. Donc on se doute qu'il s'est passé des choses et qu'effectivement, au bout d'1 an, tu peux passer de prude à un petit peu plus libéré quand t'es avec ton mec ou ta meuf. C'est bien. Mais pour le spectateur qui fait le jump du 1 ou du 2, tu te dis, tiens, le personnage est quand même un petit peu différent de là où on l'avait laissé. Et ça aide pas parce qu'elle a assez peu finalement de répliques et assez peu de scènes. Elle est pas là dans le 3, et dans le 4, on la retrouve. Et c'est vrai que dans le 4, elle est beaucoup plus la Heather du premier. Et on retrouve beaucoup plus cette notion-là du premier épisode avec Oz et Esther. C'est pour ça que j'adore le 4e.
Mention spéciale pour la petite anecdote à la musique Sway, qui est la musique sur laquelle ils couchent ensemble pour la première fois, on imagine dans le premier, parce qu'il y a toujours une question, ont-ils couché ensemble ou non, on le sait pas trop, mais moi je pense que oui, mais dans un romantisme énorme, cette musique-là revient au bal de promo, justement, au moment où ils se remettent ensemble et au moment où ils se réembrassent dans le 4e volume, pour le petite subtilité du film. Et ça, c'est bien, parce qu'en plus, c'est fait d'une belle manière. C'est pas fait genre fan service. Alors, je vote quand même Jim, parce que Heather paie un peu son absence dans le 2 et dans le 3. Mais c'est un super personnage, Heather. Moi, j'adore. Ça mériterait au moins d'être en quart ou en 8e. Mais les gars, ce Woufoufou, il est légendaire. Vous vous rendez compte que là, on a Matt Stifler contre Nadia. Et Matt, là, actuellement, il est en train de mater Nadia actuellement. C'est énorme ce qui se passe. On a eu les frangins, on a eu Vicky contre Jessica, et là on a Matt qui mate Nadia. C'est énormissime. Pratiquement rien à dire sur eux. La seule chose que je veux dire, c'est que, me semble-t-il, que Matt Stifler, c'est peut-être l'une des pires écritures d'American Pie. Pourquoi ? Parce que dans le premier, on le voit qu'il est exactement comme son frère, et dans le 2 aussi, mais dans le 2, on voit qu'il est très séducteur, qu'il parle bien, et qu'il a l'air loin d'être con. Hein. Moi, même quand il est gosse, dans le 2, il a l'air loin d'être con. Il se trouve que Matt, il est, je crois, dans le tout premier spin-off qui se passe à Tolox, donc au niveau du stage d'été, il est pitoyable. Mais le film en lui-même est pitoyable, l'acteur est nul à chier, on dirait qu'il essaie de faire du Stifler American Pie 3, même si ça se trouve il était sorti avant American Pie 3, mais on dirait qu'il essaie de faire du Stifler totalement teubé de chez teubé, où l'acteur il fait le guignolo, et alors du coup, moi, je trouve que ça correspond pas du tout avec l'écriture d'un Matt Stifler comme on voyait dans le 2. Il était quand même assez élégant. Bon, il était très direct, mais il savait manier il avait un beau phrasé, il savait manier les mots, il avait l'air un peu plus charismatique. Donc c'est vrai que si on considère que tout le lore existe, je trouve que Matt Stifler, il est un peu abject hein, dans le spin-off. Alors, et je suis obligé de le considérer puisqu'il revient dans le spin-off. Comme le film... Astucieux, oui, tu es un gogol. Non, mais vraiment, fais strip. Donc voilà, moi, Matt, je l'aime beaucoup dans American Pie 1 et 2. Surtout dans le 2, parce qu'il me fait quand même bien marrer. Et ouais, je trouve qu'il a un process qui est très drôle. D'être le Stifler par excellence, mais en moment un petit peu amoureux transi pour séduire des nanas qui ont 25 ans alors que lui il en a 13, enfin ça me bute de rire. Et en face t'as Nadia. Nadia qui est quand même importante parce que ça va faire partie, en grande partie, ça va faire partie de l'éducation à la fois sexuelle, sentimentale et amoureuse de Jim, malgré tout. Nadia, c'est aussi l'histoire d'une petite tragédie, puisque c'est une nana, on le sent, hein, qui est amoureuse de Jim depuis des années, qui va tout faire pour être avec lui, et qui est à deux doigts d'être avec lui, là où Jim va un peu... Alors, c'est l'idée de Michel, donc il va un peu utiliser Michel, Jim, pour arriver à ses fins, avec Nadia, pour s'entraîner. Et c'est vrai qu'on peut être triste pour Michel qui se dit, au moment où Michel considère que là, ça l'a fait chier parce qu'elle était en train de tomber amoureuse de Jim, Jim, lui, du coup, il repart directement sur Nadia. Ça termine très bien pour Michel et Jim, puisque Michel n'a quasiment pas le temps d'être triste, puisque Jim se rend compte très vite qu'en fait, il est amoureux de Michel, que c'est la femme de sa vie, et il y retourne. Donc tout finit bien, finalement, pour Michel, dans un contexte qui aurait pu être beaucoup plus difficile. Par contre, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais pour Nadia, c'est une personne qui est très tendre et très touchante aussi. Parce qu'elle a attendu, elle a fait le tour de l'Europe et machin, etc. Puis elle est revenue aux États-Unis, elle fait le tour de l'Amérique et elle termine par lui pour le voir et être avec lui. Et au final, toute son attente a été réduite à néant et elle tombe sous le charme du Sherminator. Elle prend la Shermination, finalement. Donc bon, ça se termine bien quand même. C'est surtout drôle de la revoir dans le 4 où elle est avec un mec qui ressemble exactement à Jim. Mais il y a quand même cette nuance, tu vois. De Nadia où on a beau se dire mais il y a une petite subtilité dans l'écriture où elle, en tout cas, l'amour ne termine pas comme elle le voulait, quoi. Là où finalement pour Michel ça tombe beaucoup mieux. Alors je vais quand même voter Nadia parce que elle est là, genre le nombre de scènes cultes qu'il y a avec Nadia entre le striptease de Jim et même dans le 2 avec le Sherminator, etc. Voilà, puis Nadia c'est un peu l'icône. Ah, Nadia, c'est vrai que c'était un peu aussi avec peut-être Vicky, les deux sex symboles d'American Pie.
Donc, tu es aussi obligé d'en parler parce que c'est devenu vraiment des images de marque, des symboles de la saga. Et puis, c'est surtout des scènes très très drôles. Et elle aide à élever, malgré elle, finalement, la maturité de Jim là où elle devrait être. Rachel ou Kevin? La maman de Finch. Je vais voter pour la maman de Finch. Kevin, je vous dis, c'est pas un personnage que j'apprécie. C'est même un personnage qui est assez toxique. Et à un moment donné, on a la plus belle revanche de la saga. Le fait que la maman de Finch s'envoie Stifler à la fin et que... Alors, c'est une belle femme en plus, hein, c'est du costaud. Hein. Mais que ça retourne la situation comme ça... Je sais pas si des gens, à l'époque des American Pie, se disaient entre le 1, le 2, le 3 ou le 4... Putain, pourvu qu'un jour Stifler, il se tape la maman de Finch, parce que la maman de Finch, on n'en avait jamais entendu parler avant. Et là, le fait qu'elle arrive comme ça, et que ce soit un twist incroyable du film, et qu'au moment où ils sont sur le point de coucher ensemble, je sais pas si vous vous souvenez, mais t'as Finch qui s'arrête d'embrasser la nana, d'ailleurs, je l'ai pas mis dans le Woufoufou, mais la nana avec qui va terminer Finch, ça aurait été bien de la mettre pourtant. Où il est dans les chiottes, je crois, puis il s'arrête, il dit, je sais pas, j'ai un pressentiment bien étrange, là, j'ai un mauvais pressentiment. Puis après, il y retourne après, comme s'il était connecté au fait que Stifler avait fait de la merde. Non, moi, Kevin, je vous dis, c'est un personnage que j'aime assez peu, important malgré tout, mais assez problématique. Et puis moi, qui me parle pas plus que ça. Alors que c'est vrai que le twist final de la maman de Finch est exceptionnel, donc ça va voter Rachel. On passera peut-être pas beaucoup de tours, mais ouf. Ouh là 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 là. Alors là, alors là, Denise et Daniel contre le Sherminator. Chuck Sherman, le Sherminator, un être sexuel venu du futur pour combler une petite vénarde. Oh oui, Nadia. Et je vois que tu es même sur ma liste pour une Shermination. Viens avec moi si tu veux survivre. Baise-moi, mon gogol. Affirmatif. Bah, écoutez, Denise et Daniel, on va pas se mentir, pour moi, c'est le fantasme numéro 1 des 4 épisodes. Je l'ai mis un peu pour la vanne, mais celle qui a le toki avec les cheveux longs, là, ça a été mon fantasme absolu pendant des années et des années. Hein. C'est vraiment, pour moi, la scène la plus sexe de tous les American Pie. Et American Pie, c'est aussi du sexe, et à chaque fois, t'as toujours une scène dans ce genre-là. Mais cette scène-là, le nombre de fois où je me suis mis à la place des autres en mode mais qu'est-ce que tu ferais si t'avais ça en fait, Steve Stifler est un héros rien que pour ça. Rien que pour ça. Et elles ont du tempérament, du caractère, la scène est tellement drôle. Par contre, le Sherminator, qui n'a pas été ton fantasme? Manon Aubry. Marie-Georges Buffet. Daniel Moreau. Et Cyril Hanouna. Ouais. Ouais. C'est vrai que ces quatre-là, moins. Moins. Eva, Valérie Pécresse. Non, mais je sais pas pourquoi je suis. C'est les premiers noms qui sont. Les premiers noms qui me sont venus. Bon, après, il y a tous les partis compris. Hein, donc, mais voilà, hein, bizarrement comme toi. Bah ouais, c'est bizarre, un Flaco. Hein. Non, mais j'aurais pu. La sénatrice du Paraguay, tu vois, non plus. Sénatrice du Paraguay, non, pas des masses, quoi. Ça me revient pas énorme, elle. Hein. C'est Marin. Ouais, effectivement, Marin. Marin non plus. Bon, Chuck Sherman, le Sherminator. Bon, bah, c'est cultissime. Lui est dans le premier spin-off, d'ailleurs, il faut le savoir, d'American Pie. Je crois qu'il est pion ou chef surveillant ou CPE, je sais plus, du collège ou du lycée de Matt Stifler, me semble-t-il, ou enfin, en tout cas, de l'endroit où ils étaient. Mais bon, c'est fabuleux. L'histoire du Sherminator avec le mensonge dans le premier, le robot sexuel, et puis le twist avec Nadia, avec t'es un gogol, etc., qui est tellement bien vu dans l'humour et dans le twist du film. Et puis son retour dans le quatrième, quand même, où pareil, il est toujours en mode Shermination avec la petite musique, et puis Non, c'est un personnage culte. C'est vrai que quand tu penses à American Pie, tout le monde connaît American Pie, je pense. Tout le monde en a forcément vu une fois dans sa vie. C'est vrai que si tu dis Sherminator ou Stifler, c'est des noms qui restent. Donc évidemment que ça passe un tour. Évidemment que ça passe un tour.
Et je crois que c'est le dernier duel. C'est le dernier duel de ces huitièmes de finale. Lâchez pas là. Lâchez pas là. Lâchez pas parce que c'est la maman de Stifler. Janine. Janine. C'est du 18 ans d'âge. Mon préféré. Ah bah alors, bon bah la maman de Stifler, le fantasme absolu de toute une génération et des suivantes, Jennifer Coolidge, qui a admis d'ailleurs récemment avoir couché avec plus de 200 hommes après avoir eu son rôle. Bah je comprends pourquoi, hein, j'aurais aimé être un des heureux élus. comme toute personne qui a vu American Pie. Ah, le délire maman de Stifler maintenant, hein, c'est presque devenu un nom commun et un nom propre. Oui, bah, hormis sa relation avec Finch et puis le running gag, il n'y a pas grand-chose à dire, hormis que c'est vraiment le symbole de la femme fatale par excellence, puis elle est très bien jouée. Et c'est vrai que sur la fin, son retournement de situation avec Noah Levinstein est très drôle. Par contre, Michel, c'est l'un des personnages les plus importants d'American Pie. Quand tu vois l'évolution de Michel, tout en ayant réussi à rester elle-même et d'être de plus en plus belle et de plus en plus touchante et de plus en plus importante et au fur et à mesure, rien que dans le regard, on le voit là, dans le regard, dans le sourire, dans l'attitude, il y a quelque chose de tellement tendre dans la manière je te mets... Attention, là, ça va être la partie un petit peu spéciale. Je t'ai mis un trombone dans le cul. Non, mais vraiment... Mais il fait pas ça pour être gentil, il fait ça pour sauter Candice. Jim, faut que t'arrêtes de te masturber, ça te ramollit les tiputes. Non mais elle est incroyable, Michel, elle est incroyable. Comment je m'appelle? Crie mon nom, salope. Michel. Non mais voilà, et une fois au stage d'été, je me suis enfilé une flûte dans la chatte. On peut aller baiser, je commence à avoir des fourmis. Enfin, attends, elle est complètement lunaire. C'est un personnage qui est complètement lunaire, mais qui a été tellement importante pour Jim et qui est tellement l'alter ego magnifique de Jim. Et c'est pareil, Jim et Michel sont ceux qui finalement vont le plus avancer avec le spectateur. Parce qu'on peut parler de Stifler, de Oz, de machin, tous, Stifler moins, mais tous ont une évolution. Le problème, c'est que t'en as qui, on voit moins que les autres, t'en as qui disparaissent pendant des films. Kevin, on le voit pas dans le 3, et puis dans le 2, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais eux, ils ont un rôle important tout du long. Et ils évoluent tout du long. Ils comprennent que l'amour est plus important que le sexe, tu vois, alors que c'est des nymphos invétérés, tu vois. Ils passent aussi le cap de la routine, de la bientôt quarantaine, de la famille. Il y a quand même un statut autour d'être parent, des choses comme ça, de la tentation et de résister à la tentation, d'être malheureusement parfois en proie au doute, aux relations amoureuses, aux valeurs du mariage. Enfin, elle est mythique, Michel. Elle est mythique. C'est un personnage qui est tellement important. Et pour Jim aussi. C'est le symbole du sens de la vie. Si vous cherchez dans American Pie quelle est la véritable notion de la vie et de l'évolution de l'être humain tel que ça pourrait être ou ça devrait être, c'est Jim et Michel. Ils se posent tous, eux deux, les questions que nous tous, on se pose au fur et à mesure de notre existence. C'est certain. C'est certain. Et c'est ce qui en fait un couple absolument formidable. C'est ce qui en fait un couple absolument formidable. Et des personnages très bien écrits, avec une tendresse de Alyson Hannigan. Puis Alyson Hannigan, faut voir aussi, hein, mais elle, en termes de saga, c'est quand même une sacrée actrice. Parce qu'elle a commencé dans Buffy contre les vampires, elle a enchaîné, je crois, avec How I Met Your Mother, et il me semble qu'elle est dedans. Elle est responsable aussi d'American Pie. Je veux dire, elle a une carrière, elle, dans ce genre, dans ce registre-là, qui est quand même assez énorme, Alyson Hannigan. Il faut le dire, parce que je pense que de tous les acteurs qu'il y a dans American Pie, alors Eugène Levy était déjà connu, Jennifer Coolidge en Janine, oui, c'est devenu une image de marque, mais je pense qu'elle a été principalement connue pour ça, et après elle a eu des rôles un peu con-con. Je vais pas retenir ce qu'elle a fait dans Minecraft, par exemple, ou même dans Two Broke Girls, etc. Ça, c'est des rôles où elle joue plus que l'attardée. Je trouve que c'est pas... Puis elle est refaite de partout maintenant, donc elle a perdu de son aura, mais c'est vrai qu'à une époque, dans ce style-là, alors elle était brillante dans ce rôle, malgré tout. Je pense que dans tous les American Pie, ceux qui ont vraiment réussi à sortir du lot, c'est Alyson Hannigan et Sean William Scott. Sean William Scott, et mec, elle est où ma caisse? Il a fait Évolution, il a fait Destination Finale, il a fait American Pie, il a fait L'Arme Fatale, où il était revenu dedans. Puis Sean William Scott, c'est un acteur qui est très connu maintenant. Alors, ça reste toujours Stifler,
Mais il a quand même fait une sacrée carrière derrière. Je pense que c'est les deux qui ont fait les plus grosses carrières. Alors si, t'as quand même l'actrice qui joue Heather, qui a fait pas mal de cinéma et de bon cinéma, notamment American Beauty. Même si maintenant on la voit un petit peu moins, mais elle a quand même fait des grands films. American Beauty, c'est un quasi chef-d'œuvre, hein, pour pas dire chef-d'œuvre. Mais les autres, un peu plus aux abonnés absents globalement. J'ai pas beaucoup vu Oz, moi, dans la suite de sa carrière. Kevin, c'est pareil. Tara Reid, honnêtement, à part Sharknado, je l'ai pas vu dans grand-chose. Sherman avait joué dans The Mist. C'est bon à rappeler quand même, hein. Il avait été récupéré par Franck Darabont pour jouer dans The Mist. Dans une scène, il meurt de façon horrible d'ailleurs. Faudra qu'on le regarde ensemble un jour, The Mist. C'est un scandale qu'on n'ait pas encore regardé The Mist en watch party. Parce que c'est vraiment un super film, The Mist. Mais oui, je vais quand même voter Michel, parce que Michel est quand même l'âme de... C'est l'âme d'American Pie. Malgré tout. L'emblème, pour moi, l'emblème d'American Pie, c'est Stifler. L'âme d'American Pie, c'est Michel et Jim. C'est eux qui se posent toutes les questions que le spectateur se posera un jour. Tous les films où tu as fait des vidéos, faut les mater sur Twitch. Bah, c'est un peu ce que je ffais en ce moment, mon Léo. Ouais. J'en avais eu cette optique-là. On avait fait Evolution, on en avait fait pas mal, et c'est vrai que y a beaucoup de choses. Je crois que c'était ça, mais il faut qu'il me le retrouve, que je voulais rajouter la semaine prochaine. Je voulais faire une watch party de Arak Attack. Je voulais qu'on regarde Arak Attack ensemble. Parce que Arak Attack, ça peut être cool à regarder ensemble. Moi, j'adore ce film, Arak Attack. Dans le genre un peu plus déconnant, tu vois. Mais je me serais bien fait Arak Attack avec vous. Avec David Arquette. Et Scarlett Johansson, très 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 jeune. En mode un peu... rockeuse avec Linkin Park dans sa chambre en poster et tout. Donc là, ça me brise le cœur. Désolé, Janine, hein, mais on vote Michel. Mais Janine qui sort au premier tour, pour moi, c'est un scandale. Alors là, maintenant, ça va être un... Putain, mais qu'est-ce qu'il est bien fait! Mais ce woufoufou! Le site est vivant! Mais le site est vivant! La maman de Fitch et Stifler! Mais le site est vivant, les gars! Vous vous rendez compte que chaque duel a un sens! C'est énorme! C'est énorme ce qui se passe, c'est énorme, putain, à chaque fois! Ah, mais Stifler et Rachel, bah Stifler, hein. Stifler, indubitablement, j'ai envie de vous dire. Non, non. Le site est vivant, les gars. Là, je vais péter mon crâne. Je vais péter un câble. Le site est vivant. Le site sait ce qu'il fait. Le site est en IA, c'est pas possible. Jim contre Michel. Là, c'est dur, hein. Là, en vrai, c'est dur, hein. Je ressens la réplique de Jim. Je suis convaincu que derrière tous ces putain, chier, bouffe-moi le cul, il y a quelqu'un de vraiment profond derrière et quelqu'un qui a une grande envie de faire ses preuves. Et ça, c'est mon avis. Oh, c'est trop dur, là. C'est une demi-finale, ça, normalement. Hein. C'est une demi-finale, hein, normalement. Ah là... Ils sont indissociables. C'est qu'ils sont indissociables l'un de l'autre. Tu peux pas voter pour l'un contre l'autre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de voter pour l'un contre l'autre. Sosie d'Adam Sandler. Je vais voter Jim. Je vais voter Jim pour les séquences marrantes. Et simplement parce que c'est lui qui court sur Mutt avec, de Blink 180... de Blink 182 dans le premier épisode d'American Pie. Mais ça se joue à peu de choses. Ça se joue à peu de choses. C'est Jim, tu vois, il y a tellement de séquences avec Noah et tout. Mais ça me fait chier parce que c'est une demi-finale. Michel, elle mérite pas de sortir là. Hein. Là, on est en quart de... Quoi que tu me diras, on est déjà en quart de finale, mais... Nadia contre Finch. Attends, on est déjà en quart de finale, là? Non. Round of 8. Si, putain, on est en quart de finale, là. Donc ça veut dire qu'après, c'est déjà les demi-finales. Donc là, on a qui? On a pris qui pour l'instant? On a pris Jim et Stifler et Jim. Bah là, Finch.
Mais tu vois, j'aurais préféré Michel à Finch. Et Sherminator ou Noah, bah Noah, du coup. Ah putain! Voilà, c'est ce que je craignais. Jim contre Finch, je prends Jim, mais regardez l'autre demi-finale. Ah, là, les gars, c'est chaud. Là, c'est hardcore. Noah contre Steven Stifler. Ah, c'est dur. Après, encore une fois, c'est subjectif. Hein. Faut le dire, c'est subjectif. On est en demi-finale, fallait forcément que ça arrive. J'aurais bien aimé que ça se soit la finale. Parce que c'est mes deux personnages préférés, en vrai. J'aurais bien aimé que ce soit la finale. Mais si je devais donner... Alors, on le fera après, mais je vous donnerai probablement mon top 5 ensuite. Stifler, hein. Stifler. Mais Noah. Noah tous les jours. Hein. Noah qui reste... Je vous dis, l'un des personnages les plus touchants, les plus complets, les plus drôles, les plus barrés, les plus loufoques. Enfin, l'un des plus tout. Mais c'est vrai que Stifler, je vous le dis, c'est l'emblème. Et là, c'est beau parce qu'au final, on se retrouve l'emblème contre l'âme. On pouvait peut-être pas mieux faire au final. Hein. Stifler contre Jim. Alors bon, à voir. Hein. Moi, j'aurais peut-être mis Stifler Noah en finale. Ça aurait pu être Stifler Michel. C'est vrai que ça aurait été Jimmy Michel. Ça aurait été bien aussi. Mais Stifler contre Jim, c'est l'emblème contre l'âme. C'est l'emblème contre l'âme. Et c'est dur. Vous savez quoi? Avant de donner mon verdict, je vais faire un sondage, un petit poll. Qui est le GOAT? Voilà, vous allez avoir... je vais même vous laisser 3 minutes. Je vais même vous laisser 3 minutes pour voter, messieurs, dames, parce que là, attention, qui est le GOAT? Est-ce que c'est le Trickmeister ou est-ce que c'est Jimbo la chaussette? À vous de choisir. À vous de choisir, à vous de juger en votre âme et conscience. Mais le duel est palpable, je le sens d'ici, je le palpe d'ailleurs, tel de nombreuses fois où les choses furent palpées. Notamment vis-à-vis de la maman de Stifler ou des fesses de Finchy par le même Steve Meister dans American Pie 2. Je vous donne mon top 5. Pour moi, spontanément, il y aurait Stifler. Alors là, comme ça. Hein. Stifler, Jim, Noah. Non, Stifler, Noah, Jim, Michel, Oz. Mon top 5. Et après, pour ça que je vous dis, Oz, il a été éliminé hyper tôt, quoi. C'est mon top 5. Après, il y a des Jessica qui peuvent venir dans l'équation, que j'aime beaucoup. Heather, que j'aime beaucoup aussi. Finch, moi, c'est pas trop mon délire. Mais voilà, ce serait mon top 5, je pense. Allez, on est 52 là. Pour l'instant, 12 personnes ont voté. Vous pouvez évidemment vous désigner et voter, bien sûr, pour l'un ou l'autre des personnages en Immense Légende. Voilà, ça me parle, c'est un truc qui me plaît hein, de voter comme ça. Michel, Jim, Doha, Stifler, Oz. Bah t'as les 5 que moi, mais ouais, dans un autre ordre. Mais c'est les 5 mêmes, ouais. Et je vais évidemment suivre voilà, les votes du public. Le grand vainqueur de ce tournoi Woufoufou n'est autre que Steven Stifler, le Steve Meister. Voilà, qui s'impose donc dans ce tournoi American Pie, qui sera évidemment en rediffusion très prochainement. Alors, je vais cut le stream maintenant et je vais le rallumer dans vraiment 30 secondes. Vraiment 30 secondes. C'est juste histoire de faire un live d'1h12. Comme ça, je sais que j'aurai pas de montage à faire sur celui-ci. Je pourrais le balancer directement en ligne sur YouTube. Comme ça, ce sera tranquille. Merci à tous d'avoir été là parce qu'on a fait une pique à 60. Hein. Il y avait du monde quand même pour Twitch, pour un ouf American Pie. Je cut le stream là sur Twitch et dans 30 secondes, je le rallume évidemment pour la suite de nos aventures, puisque l'aventure n'est pas finie pour ce subathon. Conseil de classe, évidemment, à 21h30. Et peut-être, RP Jurassic World, pour bien conclure la journée
aux alentours de 22h30. Je vous fais des bisous pour ceux qui étaient sur YouTube et pour les autres, à dans 30 secondes. Ne quittez pas, ne bougez pas.